assassinat dans un village. Les autres, ils ont brûlé. De 17 ans. Et la garde à vue continue. Voilà les questions auxquelles devra répondre l'IGS. Talk about a bad week. Pas de mobile, pas de suspect, aucune piste officielle. Au sommaire de cette édition, l'affaire Dany Le Prince. Coupable ou innocent? Je ne dis pas qu'il est innocent, je n'en sais rien, mais qu'il y avait un doute suffisant. Condamné à perpétuité pour le meurtre de son frère, de sa belle-sœur et de ses deux nièces, son procès sera peut-être révisé. Ce que je pense, c'est que tous ces éléments-là doivent prouver que les choses ne se sont pas passées comme la justice l'a dit. Le reportage de la semaine avec les chasseurs de primes aux États-Unis. Ça, c'est mon Colt 357. C'est mon bébé. Depuis l'époque du Far West, leur travail est toujours le même. Ramener les coupables, morts ou vifs. Clifford, j'ai un mandat. Tu es en état d'arrestation. Allez, habille-toi, vas-y doucement. Garde les mains bien apparentes. S'il vous plaît, coupez la caméra. Le portrait de la semaine, Véronique Lacoste, une femme aux commandes d'un hélicoptère de la sécurité civile. Elles ne sont que 2 en France. On met un petit coup de chauffage, hein, si on vous embête pas. Non, vas-y. Elle est frileuse, ça c'est l'inconvénient des femmes, elles sont plus frileuses que les hommes. Ah, ça peut pas avoir que des avantages, hein. Pour elle, à chaque mission, une vie est en jeu. Ok, je crois qu'il lui a passé la sangle. Mais d'abord, notre enquête sur une tragédie qui reviendra bientôt à la une de l'actualité, l'affaire Dany Le Prince. Béatrice, tu es mon immense source de motivation et grâce à toi, je suis devenue plus fort. Béatrice, mon amour, c'est vrai que j'aimerais tant que les choses avancent plus vite et que mon calvaire cesse enfin. En février dernier, Béatrice a épousé pour le meilleur et pour le pire Dany Le Prince, un détenu condamné à perpétuité. C'est très émouvant de se marier dans ces conditions. Même l'adjoint au maire était très ému. Et c'est vrai qu'il nous a blagué en disant les droits et devoirs du mariage et en disant que les époux se doivent obligation de communauté de vie. Il nous a dit « Je suis obligée de vous le dire, mais je sais que pour vous, c'est pas possible. » Impossible parce que Dany Le Prince est en prison à Poissy, en banlieue parisienne. Béatrice est médecin dans la région de Bordeaux. Tous les 15 jours, elle parcourt 600 km pour le retrouver. Je suis persuadée de son innocence. Ce qui m'a attirée, c'est le côté injuste qu'elle subit et de découvrir un homme de grande valeur qui est vraiment pris dans cet engrenage et qui ne peut pas s'en sortir seul. Cela fait 14 ans que Dany Le Prince est derrière les barreaux pour le meurtre de son frère, de sa belle-sœur et de ses 2 nièces. Cela fait 14 ans aussi qu'il clame son innocence. Et si jamais il n'était pas innocent? Il n'est pas innocent? Impossible. J'ai essayé de voir qu'est-ce qui était à charge contre lui. À part ses aveux, il n'y a rien d'autre. Pourtant, si Dany Le Prince est dans cette prison, c'est parce que la justice pense que c'est lui qui a commis un massacre avec une feuille de boucher, un énorme hachoir. D'ailleurs, à l'époque des faits, la presse l'avait surnommé Dany le Boucher. C'était le 5 septembre 1994, à Torigné-sur-Dué, dans la Sarthe. Toute la journée, les gendarmes ont tenté de retrouver à l'intérieur de la maison le moindre indice. Christian Le Prince, âgé de 34 ans, sa femme et 2 de ses 3 filles ont été sauvagement assassinés. À l'intérieur de la maison, Christian, le frère de Dany, sa femme Brigitte et leur fille Audrey, 10 ans, et Sandra, 6 ans, sont massacrés à la feuille de boucher. Le carnage est découvert vers 10 h du matin. On est rentré dans la maison quoi, pour aller voir ce qu'il y avait exactement. Déjà, on ne voyait pas la couleur du carrelage, c'était du sang partout. Puis voir un corps, 2 corps, 3 corps, on ressort quoi. On ressort pour reprendre ses esprits parce qu'on se demande ce qui s'est passé quoi.
Le père de Christian et Dany, Robert Le Prince, habite une ferme à quelques centaines de mètres. Alerté par les gyrophares, il arrive sur les lieux. Quand j'ai descendu à travers le champ, ma femme est venue me chercher, j'ai voulu aller voir dans la maison. Ils m'ont dit, monsieur Le Prince, n'entrez pas à la maison. À l'intérieur de la maison, c'est l'horreur. Dans l'entrée, le corps de Christian. Plus loin, celui de la petite Sandra. Celui de sa sœur, Audrey, a été tiré de la salle de bain jusque devant la chambre de ses parents. Brigitte, la femme de Christian, est allongée sur le carrelage de la cuisine. Son bras gauche est sectionné. Elle a probablement tenté de se défendre. J'ai vu le corps de la femme de Christian. C'est un acharnement qu'il y a eu sur ces gens-là, quoi. On s'est acharné, c'est pas un coup mortel, on s'est acharné sur ces gens-là. Ils étaient défigurés, complètement ouverts d'un bout à l'autre, quoi. Christian était méconnaissable, quoi. Quelqu'un qu'on avait l'habitude de voir. Là, il fallait savoir que c'était Christian. Hein. Il fallait vraiment, on le reconnaissait pas, quoi. Au milieu des cadavres, la petite Solène, qui n'a que 2 ans, est retrouvée vivante à côté de son lit. Elle n'a pas une goutte de sang sur ses vêtements. Le docteur Bouzard est rentré entre-temps et c'est lui qui a été au fond du couloir et dans la chambre qui a découvert la petite Solène, quoi. Dans le bureau, bien en évidence, les gendarmes trouvent une reconnaissance de dette vieille de 8 ans. Christian avait prêté 10 000 francs à Dany. Cela ressemble fort à une mise en scène pour faire croire que le mobile du crime serait la jalousie entre les 2 frères. Christian est en effet propriétaire d'une entreprise de carrosserie. Les affaires marchent, il gagne bien sa vie et vient même d'offrir une Triumph cabriolet à sa femme. Dany, lui, a des problèmes d'argent. Agriculteur endetté, pour boucler ses fins de mois, il travaille de nuit à la boucherie industrielle où il emballe des steaks hachés. Sa femme, Martine, se tue à la tâche pour faire tourner l'exploitation familiale. Les maisons de Dany et Christian se font face à une quinzaine de mètres sur le même terrain, ce qui crée parfois des tensions. Les 2 filles ne s'entendaient pas tellement bien. Martine, c'était une grosse jalouse de sa belle-sœur, de son beau-frère. Ça, c'est vrai. Mais la jalousie peut-elle expliquer des crimes aussi horribles? Dans un premier temps, Dany semble effondré. Martine fait des lessives toute la journée, sous l'œil étonné des caméras et des gendarmes, qui continuent à chercher des indices. Dans les jours qui ont suivi le massacre, tout est parti. Toutes les possibilités ont été évoquées, crimes de rôdeurs, des coups montés, des vengeances, tout y est passé jusqu'à la terrible révélation du meurtre familial. 2 jours après le drame, les gendarmes mettent en garde à vue Dany et sa femme Martine. À la fin de la journée, Martine déclare qu'elle a vu Dany tuer son frère avec une feuille de boucher devant leur maison, à côté de la boîte aux lettres. Célia, leur fille de 15 ans, confirme le témoignage de sa mère. Le lendemain, toujours en garde à vue, Dany passe aux aveux. Il reconnaît avoir tué Christian, mais il nie les meurtres de sa belle-sœur et de ses 2 nièces. Il a tellement été... martyrisé par... oui, tout à fait. Il a été... par les termes, par les coups. Il y a eu un mélange de tout ça, la fatigue, et puis au bout d'un moment, il leur fallait un coupable, et puis ça a tombé sur lui, quoi. Sur le coup, on a pensé que ça pouvait être logique. Parce que derrière, il y avait l'histoire tragique de 2 frères qui se jalousaient, enfin du meurtrier qui jalousait son frère. Donc cette histoire-là était plausible. Les gendarmes ont trouvé le coupable. Ils ont encore 2 heures de garde à vue devant eux, pourtant, ils ne posent aucune autre question à Dany. Vous avez en face de vous un type qui avoue au bout de 46 heures de garde à vue qu'il a commis un des 4 meurtres. On ne lui demande pas s'il a commis les 3 autres. On ne lui demande pas s'il avait des complices. On ne se pose pas la question.
du laps de temps très court pendant lequel il aurait pu commettre ces 4 meurtres, c'est une des incohérences du dossier. La semaine suivante, lors de la reconstitution des faits, Dany se rétracte. Mais c'est trop tard. Malgré le manque de preuves matérielles, il reste le seul accusé. Ah, mais vous avez reconnu. Or, il y a combien de gens qui ont reconnu et dont la suite après a démontré parfaitement qu'ils étaient innocents, hein. En 1997, 3 ans après le drame, le procès commence au Mans dans une ambiance tendue. Seul dans le box des accusés, Dany reste froid. Il ne montre aucune émotion. C'est un type simple, muré dans son silence, dans sa vérité, peu communicatif, pas de vocabulaire, très peu d'expression, de sincérité. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va hurler « je suis innocent, j'y suis pour rien », etc. Il subit, c'est quelqu'un qui subit. Il semblait pas forcément ressentir une douleur extrême du quadruple meurtre dont avaient été victimes son frère, sa sœur et ses petites nièces. Le cri du cœur de Dany pendant 10 jours, ça a été « c'est pas moi ». Mais à la barre, Martine continue d'accuser son mari. Et leur fille, Célia, confirme toujours les déclarations de sa mère. Aucune preuve n'accuse Dany le Prince, mais ses aveux, les accusations de sa femme et de sa fille, et l'horreur du crime vont peser très lourd dans la décision des jurés. Dany le Prince est condamné à la perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. C'est la peine maximum prévue par la loi. C'est insoutenable, les photographies des lieux du crime lorsque les enquêteurs sont arrivés. Donc à partir de là, si vous voulez, l'horreur du crime fait que on ne peut qu'atteindre finalement dans l'esprit des gens qui condamnent, qui sont sûrs ou qu'on a persuadé qu'il était coupable, on ne peut qu'atteindre le maximum de la peine encourue. Pourtant, du fond de sa prison, Dany le Prince continue de clamer son innocence. On n'a rien à se reprocher. Même Dany nous disait, papa, maman, vous pouvez marcher la tête haute. Parce que je vous garantis qu'avec un dossier comme ça, demain, vous pouvez être vous, le pire des criminels, sans aucun problème. Moi, pareil, ça peut frapper tout le monde. La contre-enquête est couronnée de succès. Fait exceptionnel, en mars 2006, la commission de révision des condamnations pénales ordonne un complément d'information. Une décision rarissime. Agrès continue son enquête, à force de retourner sur les lieux du drame pour confronter le dossier à la réalité du terrain. Il apprend que Martine, la femme de Dany, serait entrée sur les lieux du crime. Voilà, donc dans toutes ces déclarations, Martine Le Prince dit qu'elle rentre donc par cette porte, qu'elle s'avance et qu'elle voit le corps de Brigitte. Et on retrouve également un couteau avec un ADN masculin non identifié. Sur le couteau, une trace de sang qui n'est pas celui des victimes. C'est peut-être le sang du coupable. On a comparé ADN, Martine et Dany. C'est tout pour une telle affaire. L'ADN n'est ni celui de Dany, ni celui de Martine. Mais les gendarmes ne vérifient personne d'autre dans leur entourage. Évidemment, cet ADN masculin, d'autres empreintes, les traces de chaussures d'hommes qui ne sont pas du tout à Dany, tout ça, ça reste inconnu parce que inexploité, parce que faute de comparaison, tout simplement. D'ailleurs, si à l'époque, des recherches scientifiques avaient été approfondies, on pouvait non seulement innocenter Dany Le Prince, mais j'en suis persuadé, confondre les véritables meurtriers. Le massacre a été commis avec une feuille de boucher. Mais le rapport d'autopsie établit que Christian Le Prince a reçu également un coup de couteau. Donc il est venu comme ça, là, sur le bitume, pour courir chez son frère, jusqu'à la boîte aux lettres. Pas de traces de sang, là. Il n'y en a aucune. Donc on peut penser qu'il a reçu ces coups de couteau, eh bien, devant la boîte aux lettres. C'est là que le pauvre Christian Le Prince est tombé. Tout ce qu'il peut y avoir d'horrible,
et ce coup de couteau dans le bras. Et ensuite, bon, son corps traîné, etc. Alors, dans aucune déclaration de Célia ou Martine, il parle de coup de couteau. Pourtant, il en a un. Alors, elles auraient dû voir un homme, ou Dany, avec dans une main une feuille de boucher, dans l'autre un couteau. Elles n'en parlent pas du couteau. Ou alors, peut-être qu'il y avait 2 assassins. Un avec un couteau et l'autre avec une feuille de boucher. Mais là, il est complètement zappé, ce coup de couteau. Autre élément négligé par les enquêteurs, le temps. Martine prétend que son mari aurait commis les 4 crimes en 3 minutes. Une constante, elle dit qu'il rentre à 9h30, il mange en bout de table, elle est un peu dans la pénombre devant la télévision. Dès qu'il a fini de manger, il se lève. Elle dit textuellement, j'attends 2-3 minutes, je prends l'assiette, je sors. Et là, elle le voit en train de tuer son frère, et tout le monde est déjà mort. Mais qui les a tués? Parce qu'il vient d'arriver, lui. Est-ce qu'en 3 minutes, et le temps de faire 2 pas, il a pu commettre tout ce massacre? La mise en scène, parce qu'il y en a, il y a un corps qui est tiré, le corps de la petite Audrey aussi est tiré. Il fait tout ça en 3 minutes. Et alors, quand même, des empreintes sur la scène des crimes, il y en a beaucoup, sauf les siennes. Alors, il a été capable de faire tout ça sans laisser la moindre empreinte, sans avoir la moindre tache de sang sur son pantalon que l'on a retrouvé. Mais un coup de théâtre va relancer l'affaire. Un homme caché dans la maison aurait été témoin du massacre. Un ouvrier qui travaillait au noir dans le grenier. Nous apprenons, alors que tout le monde l'ignorait, y compris les journalistes, personne n'a pu en parler, nous ne savions rien. C'est révélé par un dénommé Laurent Rousseau qui a téléphoné à Madame Marie-France Rouxel, chirurgien dentiste au Mans, se trompant de numéro. Mon numéro de téléphone du cabinet était à un chiffre près identique à celui de la gendarmerie. Et il m'arrivait très souvent d'avoir des communications téléphoniques qui étaient théoriquement destinées à la gendarmerie. Je lui ai expliqué que ce n'était pas le numéro de la gendarmerie, qu'il s'était trompé. Mais cette personne a insisté en me disant « Mais oui, mais il faut à tout prix que je dise quelque chose. Vous savez, l'affaire Le Prince, Dany Le Prince, il est en prison, c'est pas lui qui a tué. » Alors il m'a raconté que le soir du meurtre, lorsque la famille était en train de se faire massacrer, malheureusement, lui était dans les combles et à la demande de Monsieur Le Prince, la personne qui a été assassinée, il était en train de monter des câbles électriques dans le grenier. Et il avait entendu dans un premier temps des éclats de voix. Ensuite, il y a eu une accalmie. Et après cette période d'accalmie, il ne m'a pas dit combien de temps ça avait duré, il y a eu à nouveau des cris d'horreur. Et lui était toujours dans son grenier en train de monter ses câbles. Lorsque les cris ont cessé, il m'a dit qu'il était descendu par l'escalier escamotable, qu'il avait trouvé la petite fille qu'il nommait la puce, et qu'il avait pris cet enfant dans les bras et qu'il l'avait monté dans le grenier. Donc il a pris cet enfant qui était toute seule et qui était cachée sous le lit. Il l'a monté dans le grenier et il l'a gardé toute la nuit contre lui. Après avoir redescendu la petite, Laurent Rousseau affirme qu'il est parti par la lucarne du toit et a glissé le long de la gouttière pour éviter les gendarmes. Mais curieusement, quand son témoignage est révélé dans la presse, il se rétracte. Laurent Rousseau m'a assuré qu'il n'avait jamais mis les pieds à Torigny-sur-Dué, qu'il ne connaissait absolument pas la famille Le Prince, qu'il ne connaissait rien de l'affaire et qu'il avait tout inventé parce qu'il avait lu tout ça dans les journaux pendant le procès. Pourtant, Laurent Rousseau évoque des éléments qui ne figurent ni dans le dossier, ni dans la presse. Roland Agré s'empare de ce témoignage. Il révèle la présence d'un escalier escamotable. Ni la justice, ni personne jusqu'en 2005, j'insiste, ne connaissait l'existence de ces éléments-là qui sont matériellement indiscutables, que personne n'a pu inventer
Et maintenant, il faudra quand même les expliquer. Mais sur les faits qu'ils donnent, ils sont d'une authenticité féroce. Il dit même la position des corps quand il descend. Il dit même que Brigitte n'était pas encore décédée, qu'on est revenu l'achever par derrière après. Il donne des détails que... voilà, qu'il explique comment il sait tout ça. Danny le Prince est-il coupable ou innocent? A-t-il tué son frère? Toute sa famille? Ou alors est-il totalement étranger à ce massacre, comme le prétendent certains? Pour le savoir, la justice a décidé de réunir une commission de révision qui va se rendre sur les lieux du drame le 23 mai. Et je ne dis pas qu'il est innocent, je n'en sais rien, mais qu'il y avait un doute suffisant, un doute tel que normalement il aurait dû lui bénéficier. Voilà. Et c'est un des combats perdus de ma vie professionnelle, incontestablement. Je ne sais pas si c'est preuve innocente de Danny. Ce que je pense, c'est que tous ces éléments-là doivent prouver que les choses ne se sont pas passées comme la justice l'a dit. Au cimetière, sur la tombe des Le Prince, une seule et même date pour les 4 membres de la famille de Christian. 14 ans après le massacre, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé exactement le soir du 4 septembre 1994. Un nouveau procès apportera peut-être la lumière. Aujourd'hui, leur mémoire est bafouée. Parce que les criminels, c'est certain, sont en liberté. Bien tapis dans leur impunité. Et moi, je ne supporte pas davantage de savoir Danny le Prince en prison innocent que de savoir des monstres en liberté. Tout de suite, le portrait de la semaine, Véronique Lacoste. Elle pilote un hélicoptère de la sécurité civile. Elles ne sont que 2 femmes pilotes en France. On met un petit coup de chauffage, hein, si on vous embête pas. Non, vas-y. Elle est frileuse. Ça, c'est l'inconvénient des femmes. Elles sont plus frileuses que les hommes. Ah, ça peut pas avoir que des avantages, hein. À chacune de ces missions, une vie est en jeu. Ok, je crois qu'il lui a passé la sangle. Mais d'abord, le reportage de la semaine avec les chasseurs de primes aux États-Unis. Ça, c'est mon Colt 357. C'est mon bébé. Une loi du 19e siècle, toujours en vigueur, leur donne le droit de capturer les hors-la-loi. Clifford, tu es en état d'arrestation. Nouvelle-Orléans, 7h du matin. David Bitchler est chasseur de primes depuis 10 ans. Il vient arrêter un fugitif. Aux États-Unis, on compte 1 millier de chasseurs de primes. Totalement indépendants, ils n'ont qu'un seul objectif, capturer les hors-la-loi, morts ou vifs. C'est la bonne adresse. Une unité de la police locale est venue lui prêter main forte. L'équipier de David surveille l'arrière de la maison. C'est cette chambre? Vas-y, dis-lui d'ouvrir la porte. Clifford. 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 Mets les vêtements. Dis-lui d'ouvrir la porte. Dis-lui juste d'ouvrir la porte. Clifford, j'ai un mandat. Tu es en état d'arrestation. Allez, habille-toi, vas-y doucement. Garde les mains bien apparentes. S'il vous plaît, coupez la caméra. Accusé d'avoir émis des chèques sans provision, cet homme en liberté sous caution ne s'est pas présenté à la convocation du tribunal. Remis à la police, il est conduit en prison immédiatement. Vous pouvez enregistrer l'arrestation. On va en chercher un autre tout de suite. Depuis 1873, un arrêt de la Cour suprême des États-Unis permet à des particuliers de traquer et d'arrêter des personnes recherchées contre récompense. Cette capture permet à David Bitchler et à son équipier Benny Ripe de gagner $125, environ 80 €.
Un chasseur de primes, c'est quelqu'un qui ne doit pas seulement traquer les criminels recherchés, mais qui doit aussi veiller à sa sécurité et celle de son coéquipier, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. On ne sait pas si on va devoir défoncer la porte, on ne sait pas s'ils vont ouvrir, et dans certains cas, un flingue peut vous attendre de l'autre côté. J'ai un mandat d'arrêt pour Brad. Ma définition du bon chasseur de primes, c'est quelqu'un qui garde son sang-froid, qui est un fin limier, qui a du bon sens. Il a trahi sa liberté sous caution et ne s'est pas présenté à la 24e chambre du tribunal. Il sait très bien de quoi je parle. Comment? Allez, dépêche-toi, donne-moi n'importe quoi. Je m'en fous des chaussures. File-moi un t-shirt. Allez chérie, embrasse maman, on y va. Il a essayé de se sauver par la porte de derrière. Il est tombé sur mon équipier, alors il n'est pas allé très loin. Benny l'avait menotté avant même que j'arrive. On l'a laissé s'habiller, et puis maintenant on l'amène à la prison du comté de Jefferson. Ça arrive souvent que les gens essayent de s'échapper? Ah oui, c'est pour ça qu'on travaille à deux. Il y en a toujours un en couverture pour empêcher qu'il se sauve, comme lui. Cette deuxième arrestation permet à David et Benny de gagner 70 € de plus. Plusieurs arrestations de délinquants par jour, des petites sommes. Le quotidien des chasseurs de primes. Celui-là a déjà été arrêté pour cambriolage, pour trafic de stupéfiants. Cette fois, il est inculpé pour recel d'objets volés. C'est pas la première fois qu'il a affaire à la justice. C'est pour ça qu'il a essayé de s'échapper par derrière. Ils sont déjà venus 2 fois. Mais je me suis échappé par derrière. Tu parles des policiers, pas des chasseurs de primes. Parce que nous, c'est la première fois qu'on est après lui. C'est la police qui s'était déjà présentée 2 fois. Personne n'a envie d'aller en prison. Ah mais tu peux courir, tu peux pas te cacher. Un jour ou l'autre, on soulèvera le rocher où tu te caches et on te trouvera. Ça, c'est le badge que je porte. C'est mon insigne d'agent d'application des cautions. Et voici ma licence de chasseur de primes, mon permis de port d'armes. Et ça, c'est un Colt 357. C'est mon bébé. Il me sauve la vie et en retour, je prends soin de lui. Comme la majorité des chasseurs de primes, David travaille pour des sociétés de prêt sur caution. Il va falloir à peu près 400 $ pour le sortir de prison. Vous pouvez faire quelque chose? Je verrai ça quand il viendra au bureau. Il connaît notre adresse? Depuis le XVIIIe siècle, la Constitution américaine permet la liberté sous caution, quel que soit le délit ou le crime. Cette caution est garantie par des personnes ou des sociétés privées. Les prêteurs avancent le montant de la caution, moyennant des taux d'intérêt de 10 à 15 %. Fixés par les juges en fonction de la gravité de l'infraction, les cautions varient de quelques centaines de dollars à plusieurs millions de dollars. Lorsqu'ils ne se présentent pas au tribunal, c'est un délit. On nous envoie une lettre recommandée pour nous avertir, et à partir de la date à laquelle elle est postée, nous avons 6 mois pour les livrer à la justice, leur trouver une nouvelle comparution. Et si on ne les trouve pas au cours de ces 6 mois, nous devons payer la caution. On les recherche par téléphone, et si on ne les retrouve pas, on répartit les cas aux chasseurs de primes. Et alors ils les cherchent par d'autres moyens, jusqu'à ce qu'ils les trouvent. La société de prêt réalise un chiffre d'affaires de 36 millions de dollars. Une entreprise florissante,
mais à risque. Des dizaines de clients tentent de se soustraire à la justice. Les chasseurs de primes entrent alors en action. Une capture leur rapporte de 5 à 10% du montant de la caution. Scott Wilkinson, 32 ans, dirige l'autre équipe de chasseurs de primes de la société de prêt. Il vit dans les faubourgs de la Nouvelle-Orléans en compagnie de ses équipiers, sa femme Christina et son demi-frère Ned, 21 ans. Christina s'occupe de localiser par téléphone les adresses des fugitifs. Généralement, on se méfie moins d'une voix féminine. Très bien, eh bien, dites-lui de me rappeler. J'ai besoin de lui parler. Ok, merci. Il est là ou il vit là? Bon, alors il habite vraiment à cette adresse. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Elle a dit qu'il habitait vraiment là. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver la maison. On circule dans le quartier, on localise la maison, ses accès, combien d'entrées, de sorties. Il s'appelle Daniel, c'est un dealer. Il vit dans le Mississippi, mais il est recherché en Louisiane. On va aller dans le Mississippi le chercher et le ramener. On peut aller n'importe où aux États-Unis, n'importe où dans le monde. Un policier doit d'abord passer par la justice. Il doit avoir un mandat de recherche. Nous pouvons chercher dans la maison de n'importe qui. On n'a pas besoin d'un mandat de perquisition. Quand j'étais enfant, j'étais un sale môme, le pire au monde. J'étais toujours une source de problèmes, je me faisais toujours arrêter pour de petits délits. Maintenant, à 21 ans, il est temps de changer. J'ai été policier en Louisiane pendant 4 ans et demi. J'ai participé à 14 fusillades quand j'étais dans la police. Et 11 personnes ont été tuées. Depuis que je suis chasseur de primes, je n'ai pas tiré une seule fois. J'ai eu l'occasion de sortir mon flingue 2 fois, mais tirer ou tuer, cela ne m'est plus arrivé. Je porte une arme à feu, mais j'ai choisi de ne pas m'en servir. Plusieurs heures et 300 km plus tard, Scott et Ned arrivent dans le Mississippi. Destination, les environs de Bay-Saint-Louis. Alertée, la police locale est venue en couverture. Hey, c'est la police. Y a quelqu'un? Chasseurs de primes et policiers investissent la maison où est censé vivre le fugitif. L'homme n'est pas encore rentré de son travail, mais il ne devrait pas tarder. Il y a $600 à se partager. Les chasseurs de primes décident de l'attendre. Stop, stop. Arrête-toi tout de suite. Fais 2 pas en arrière. Arrête de bouger. Mets tes mains sur le capot. Tu n'as pas d'arme sur toi? C'est quoi ton nom? Daniel. Daniel? Tu devais rester en Louisiane pour possession de... Ouais, je sais. J'ai raté ma date de comparution au tribunal. Ils ont appelé ma mère. Elle m'a donné le numéro pour que je les rappelle. Ok, mais j'ai un mandat d'arrêt contre toi. Ah, ok. Bien joué. On les aide de temps en temps lorsqu'ils le demandent. Je les aime bien. J'aime bien la façon dont ils aident les polices locales. Souvent, nous savons qu'un suspect est à tel endroit. On y va. Mais nous, on doit s'annoncer. Ça donne le temps au type de s'armer ou de partir par derrière. Les chasseurs de primes, eux, n'ont qu'à s'engouffrer dans la maison. Pas besoin de prévenir. C'est bien. J'aime ça. Le prisonnier est immédiatement dirigé vers la prison de Bay-Saint-Louis. Son transfert du Mississippi vers la Louisiane doit être officialisé dans les règles.
Ça fait longtemps que j'ai affaire aux chasseurs de primes. Plus ils sont vilains, plus ils ont les cheveux longs. Plus ils sont barbus, meilleurs ils sont. Comme d'habitude, content de l'avoir attrapé. Ce que je voudrais dire, ça peut pas s'enregistrer. Non, vraiment pas. Il y a bien une expression. Quand tu attrapes un mec, tu as une montée d'adrénaline. Et ça te fait vraiment des sensations. Il n'y a pas de mots pour le décrire. C'est un grand soulagement. C'est vraiment un grand soulagement. On l'a eu, on sait qu'on l'a eu. On l'a eu. On est prêt pour aller en chercher un autre. Si j'avais eu l'argent, j'aurais payé ma caution. Et rien de tout ça ne serait arrivé. Mais je n'avais pas l'argent. Je vis au jour le jour. Je me considère pas comme un grand criminel. Je suis un homme qui a fait des erreurs. Et maintenant, j'essaie de mettre de l'ordre dans ma vie. J'essaie de récupérer ma femme et mes gosses. Je ne suis qu'un travailleur. Maintenant, le fugitif peut légalement quitter l'État du Mississippi. Direction la Louisiane et la prison de la Nouvelle-Orléans, où il devra attendre en détention préventive sa comparution devant le juge. Scott, lui, va chercher l'argent que l'agence de prêt sur caution doit lui verser. Salut Scott. Donne-moi ma paye. Ok, alors tu en as arrêté 2 cette semaine? Ouais. D'accord, donc il y a Daniel et qui encore? Bourgeois. D'accord, avec Bourgeois, on te doit $500, puisque c'était fixé à 5% de la caution, plus $160 de frais, ça fait $1160. Une somme que Scott devra partager avec Ned, son coéquipier. $600, ma plus mauvaise semaine. Mais en moyenne, je tourne à $1000 la semaine. La semaine dernière, je me suis fait $2200. C'est un boulot bien payé. Et à vrai dire, je n'avais pas envie de faire un travail manuel ou de suer pour gagner ma vie. Certains chasseurs de primes peuvent gagner jusqu'à 7000 € par mois. Aux États-Unis, ils peuvent intervenir partout, quand ils veulent, sans aucun mandat. Une véritable police parallèle chargée de retrouver tous ceux qui tentent d'échapper à la justice. Samedi 12 avril, 10h, base de la sécurité civile de Granville, en Normandie, c'est l'alerte. Les Pieux, ça me dit quelque chose, c'est vers Flamanville, non? C'est pas ça? Les Pieux. Oui, les Pieux, c'est là où 2 personnes sur des rochers, là, qui... Là, ici? Voilà. Qui seraient en difficulté? C'est parti. Véronique et son équipier, Eric, sont appelés par les pompiers pour secourir une victime coincée au pied d'une falaise. Véronique est pilote à la sécurité civile. C'est une des 2 seules femmes à exercer ce métier en France. Direction la Pointe de Roselle, à 80 km de là. L'an dernier, elle a effectué plus de 460 missions et secouru 170 personnes. Ces zones d'intervention, des falaises escarpées et bien souvent la pleine mer. Premier arrêt, le centre de secours voisin pour embarquer les pompiers sauveteurs-plongeurs. Ce sont eux qui vont descendre chercher la victime au bout du treuil. Véronique et son équipage arrivent sur les lieux en moins de 20 minutes. Oui, ils sont à côté. D'accord, ok. La mission s'annonce délicate. La victime, c'est cet homme en contrebas entouré par les pompiers. Un pêcheur du dimanche qui s'est installé au bord de la falaise, mais qui est incapable de revenir sur ses pas. En avant pour 5 mètres. Oui. En avant pour 4 mètres. Oui. 3 mètres, 2, 1. Vertical, il a attrapé le crochet. La mission de secours se présente mal, la victime refuse d'être élitreillée. Oui, on a descendu notre plongeur, mais il refuse de monter. C'est une contrainte à accepter. Véronique et son équipage doivent parfois renoncer à leur mission.
la loi leur interdit de secourir les gens contre leur gré. Mais au bout de quelques minutes d'attente, les pompiers réussissent à convaincre le pêcheur imprudent. Ok, je crois qu'il lui a passé la sangle. 40 mètres plus bas, l'hélitreuillage peut commencer. Oh, il a froid le monsieur. Bah ouais. Alors, où est-ce qu'on va se poser là? Ah oui, ok, visuel. Visuel, il y a un mec en bas qui nous fait signe. J'ai visuel, je m'aligne sur lui. Hein. Plus de peur que de mal pour ce pêcheur victime d'hypothermie. Véronique le ramène sur la terre ferme. Il sera pris en charge par les pompiers. Une victime reconnaissante, mais bien loin d'imaginer que le pilote de l'hélicoptère est une femme. Merci, monsieur. Je vous en prie, c'était une dame, monsieur. Avec seulement 2 femmes pilotes dans la sécurité civile, on est encore loin de la parité. Mais pour Véronique et ses collègues, sur ce point, l'ambiance est plutôt décontractée. Je mets un petit coup de chauffage, hein, si ça vous embête pas. Non, vas-y. Elle est frileuse, ça c'est l'inconvénient des femmes, elles sont plus frileuses que les hommes. Ah, ça peut pas avoir que des avantages, hein, non plus. On n'a pas un métier facile, hein. Parce que moi j'en ai un métier facile. Parce que... Avec une bande de zorzors pareil. Moi j'ai même pas une bonne copine, tu vois, pour qu'on puisse rien. Alors bon, ça change tout, hein. Et elle tellement ça n'ose rien dire, parce qu'autrement elle nous fait un looping alors. Faut pas oublier que c'est elle qui a les commandes, hein. Oui, oui. Malgré tout, surtout quand on est au bout du câble pas ou de des trucs comme ça. Voilà. On n'ose pas. Retour à la base. À 39 ans, Véronique a ce métier dans la peau depuis déjà longtemps. Ça va faire déjà bientôt 20 ans que je pilote un hélicoptère. Sa vocation est venue à l'adolescence. C'était vers l'âge de 15 ans, en fait. La période où on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fera lorsqu'on sera un petit peu plus grand. Et puis là, j'ai eu le déclic, en fait, à ce moment-là. Ça a été une idée fixe et j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour y arriver, quoi. Véronique s'engage alors dans l'armée. C'est le seul moyen pour elle, qui n'est pas riche, de payer sa formation pour apprendre à piloter. Je suis rentrée dans l'armée, j'avais 19 ans. J'étais pas la première, hein, il y en a eu avant moi. Mais ça restait quand même peu ouvert aux femmes. Pendant 6 ans, elle est la seule femme au sein d'une escadrille d'une vingtaine d'hommes. J'ai eu la chance de ne pas faire la guerre. J'ai failli lors de la guerre du Golfe, la première. À ce moment-là, le gouvernement ne voulait pas envoyer de femmes, donc je ne suis pas partie. Si j'avais dû y aller, j'y serais allée, mais comment on peut dire qu'on aimerait faire la guerre? Bon, en même temps, c'est tout le paradoxe de la situation, mais je préfère largement le secours, oui, ça n'a rien de comparable. Ok, bah, écoute, ça se présente bien. 15 heures, nouveau décollage. Cette fois, il s'agit d'effectuer une mission d'entraînement. Si Véronique a choisi ce métier, c'est d'abord pour l'adrénaline. Ah oui, là on sent bien le vent là. Ah ouais. Là on est vent de face. Ça va être sportif. Sa mission, effectuer un hélitreuillage en pleine mer. La météo est plutôt mauvaise. Il y a des grands vagues qui arrivent derrière. Hein. T'as vu, ça déferle derrière. Ouais. Pour procéder à l'hélitreuillage, Véronique doit caler son hélico sur les mouvements du bateau. On va attendre que les grosses vagues aient passé, tu vois. Objectif pour Véronique, descendre l'hélico à 10 mètres de l'eau. La limite à ne pas dépasser. Sinon, en cas de panne moteur, c'est la catastrophe, l'hélicoptère tombe à l'eau. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des kamikazes? Non. Non. Enfin, je pense pas, hein. Je sais pas si Eric se sent l'âme d'un kamikaze, moi pas du tout. Tu te sens kamikaze? Moi non. Non. Je suis père de famille avec 3 enfants et je veux rentrer le soir chez moi, donc... Et vous, Véronique? Bah pareil, hein. Responsable de famille, donc... Non, c'est pas un métier... Donc on n'a pas envie de prendre des risques. Le policier dans le banlieue a sûrement beaucoup plus de risques que nous. D'avoir des problèmes que nous, quoi. Hein. Tout à fait.
C'est spectaculaire, mais c'est pas franchement dangereux, quoi. Manœuvre réussie. Véronique doit régulièrement secourir des victimes dans des lieux très difficiles d'accès. Même lorsqu'il s'agit de sauver des vies, sa première mission est de ne jamais mettre son équipage en péril. Ouais, j'ai pris un tout petit peu de retard sur le bateau à un moment donné. Voilà, c'est bon. On n'a pas de droit à l'erreur. Et de toute façon, là aussi, on est deux dans la machine aussi pour juger du moment où on a un seuil à ne pas dépasser, quoi. Véronique doit aussi anticiper les drames. Plusieurs fois par mois, elle survole la baie jusqu'au Mont-Saint-Michel. Objectif, venir en aide aux promeneurs imprudents, pris au piège de la marée, qui risquent la noyade. Donc il y a beaucoup de pêcheurs à pied et il y a des endroits qui sont relativement dangereux puisque la mer entoure les bancs de sable. Et certains se font piéger et auquel cas les plongeurs qu'on a derrière sont prêts à intervenir avec Eric qui les treuillerait sur place pour les extraire en fait et les ramener sur la plage. Au large, l'équipage repère une embarcation qui semble en difficulté. Véronique s'approche. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont... C'est Zarbis, hein? C'est bizarre qu'il le tire comme ça, mais bon, peut-être le moteur qui est en panne. Hein. Oh, il a peut-être peur de taper. Hein. Ou il a peut-être peur de taper parce qu'il y a un peu de rochers, quoi. Ok, allez, on enchaîne alors. On verra bien au retour où il en est. Oui. Et ben, la nuit, on reste d'alerte, hein, donc la journée n'est pas finie, même si effectivement le soleil se couche. Et l'alerte ne tarde pas. Il est 22 h. Véronique règle ses jumelles de vision nocturne. Avec Eric, elle doit transférer un patient d'un hôpital à un autre. Si on les sollicite avec leur hélicoptère plutôt qu'avec une ambulance, c'est que l'état du patient est critique. Pour l'instant, Véronique n'en sait pas plus. Je ne connais pas la pathologie, mais on va récupérer dans un premier temps un médecin qui nous en dira plus. Première étape, le SMUR, le service médical d'urgence régional de Granville. Il faut embarquer le médecin, c'est avec lui que l'équipage va prendre en charge le patient. Tu sais? Oui, c'est une pathologie de vieux. Hein. Il a un problème coronarien. D'accord. 28 ans. Donc il est en phase juste avant l'infarctus. Ah d'accord. À 28 ans? Oui. Effectivement. On n'est pas tous égaux. Pour cette mission, chaque seconde compte. Un homme au bord de l'infarctus attend l'arrivée de l'hélicoptère à l'hôpital de Saint-Lô. Bonsoir. Le malade est embarqué à bord. C'est bon. Oui. Il est transporté au CHU de Caen, le seul de la région à pouvoir lui offrir les soins nécessaires. Pour l'occasion, l'hélicoptère est transformé en hôpital volant pour surveiller en temps réel la santé du patient. Pour faire le trajet, une ambulance aurait mis au minimum 1 heure avec son hélicoptère, Véronique qui sera en moins de 20 minutes. Ah oui, nickel, impeccable. Super agréable. Bon, il me manquait la vue. Un peu frustrant. Malgré le danger qu'il court, le patient a gardé le sourire. L'infarctus ne s'est pas déclenché, il va être opéré rapidement. Une satisfaction pour Véronique. On a l'impression d'être utile, de servir à quelque chose. Concrètement, je veux dire, dans un regard, on va voir le soulagement des gens de nous voir arriver, bon, des fois l'étonnement, mais on parle pas forcément, mais on sent tout de suite qu'il y a une espèce de reconnaissance. Et puis c'est hyper motivant, quoi, d'aider des gens. C'est sans doute aussi pour ça qu'on le fait. La semaine prochaine, dans Fait divers le Mag, l'affaire Storm en Belgique. Un jeune homme sans histoire tue toute sa famille. Vous savez, la perte de 3 enfants adorés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Afed Benotman, écrivain, scénariste et ancien braqueur. J'ai toujours misé, moi, sur la vie. J'ai été fier de mon bouquin, pas de moi.
Réinsérés, ces livres sont des succès en librairie. Tu ne plaideras plus jamais pour moi. Mais je sais pas, mais non, voilà.